Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview Success Story pour Smart Me Up Box. Aujourd'hui, je vous emmène chez Diva Fabulous rencontrer Stéphanie Guitonneau. Suivez-moi. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu? Bien et toi? Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Bienvenue dans cette nouvelle interview Success Story pour Smart Me Up Box. Je suis en compagnie de Stéphanie dans ses locaux. Donc Stéphanie, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Merci à toi, tu as bon pensé à moi. Ah bah, avec plaisir, vu que je sais que tu as plein de choses intéressantes à nous raconter. Moi, je t'ai connue au travers du magazine FDF, donc le magazine des femmes libres. Oui. Et je sais que tu as aussi une marque de cosmétiques, que tu fais du studio photo, que tu fais plein d'autres choses. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu toutes ces activités que tu mènes aujourd'hui? Waouh. Oui, oui, non, je vais pouvoir vous présenter. En gros, le Diva Fabulous, c'est un groupe qui regroupe plusieurs entités. Donc, on a Beauté Insolente, qui est la première structure que j'ai mis en place. Ensuite, on a DF Studio. Donc, c'est Diva Fabulous Studio, qui est un studio photo où au départ, je m'étais vraiment concentrée sur des prestations plutôt corporate. Et au fur et à mesure, le bouche à oreille m'a amenée à faire du shooting pour les particuliers. Donc, c'est-à-dire vraiment que ce soit du mariage, que ce soit des familles, des grossesses, on a vraiment tout fait. Et on a en troisième qui est arrivé, donc comme tu disais, FDF Magazine. Donc c'est, les gens me demandent souvent, ça veut dire quoi FDF? Alors ça veut dire Femmes Diva Fabulous, parce que pour moi toutes les femmes c'est des divas. Et donc c'est le magazine des femmes libres. Mais c'est pas pour autant que j'oublie les hommes, puisqu'il y a une rubrique qui s'appelle Au masculin, et on parle aussi des hommes. Donc c'est un petit peu, ça regroupe un petit peu tout ce qu'on fait. Et à côté de ça, je suis engagée dans la cité, puisque ça fait 12 ans que je suis engagée maintenant en politique. Et puis, je gère en même temps une association. Voilà. Tu t'ennuies pas. Et en plus, tu es maman. Donc maman, entrepreneur, tout là, on est à quelques jours de la journée des droits des femmes. Oui. La journée de la femme, donc on va mettre les femmes à l'honneur, même si c'est pas que une box pour femmes, mais comment on gère tout ça? Comment on gère une carrière en politique, d'entrepreneur, la vie de maman? Comment t'arrives? Où tu trouves le temps? Parce que moi, toute seule, je trouve pas le temps. Où t'arrives à trouver du temps? Comment j'arrive à trouver du temps? Je pense que c'est de l'organisation. Puis à un moment donné, faut savoir déléguer. C'est surtout ça, parce que c'est vrai, quand on commence à se lancer dans l'entrepreneuriat, on a tendance à beaucoup vouloir tout faire. Et ce qui fait que quand on veut tout faire, on est partout, mais on consolide pas chaque chose qu'on commence à mettre en place. Alors qu'au fur et à mesure où tu vas rencontrer des personnes, que tu vas et que tu vas prendre, parce que je sais que moi, en tout cas, dans ma façon de faire, c'est prendre des personnes pour les fonctions où ils connaissent beaucoup mieux que moi. C'est d'avoir des gens plus intelligents que moi, mais dans leur domaine à eux. Et c'est comme ça qu'on progresse au final, et puis après, on délègue. La délégation permet vraiment de pouvoir avancer. Et puis après, je travaille en famille. Donc, ce qui fait, il y a mon mari qui me soutient. Pour les cosmétiques, par exemple, je travaille avec mes filles. Elles vont même lancer leur marque de cosmétiques pour enfants, parce qu'elles m'ont pas mal aidé pour me donner des idées pour Beauté Insolente en général. Mais tu essayes d'amener à ce que tu fais, que tous les gens qui sont autour de toi, au final, ils participent. Comme ça aussi, tu prends le temps pour de passer du temps avec eux. En tout cas, moi, en tant que mère, j'ai amené ça, en fin de compte, je les ai instaurés dedans pour passer du temps avec elles et qu'elles partagent aussi ma façon de faire, parce que je veux aussi que mes enfants apprennent l'indépendance financière. Et puis après, je délègue. J'ai une équipe qui est formidable. Nous ici, on dit que c'est la famille Beauty. Pour moi, la famille Beauty, c'est comme ils disent, on est une grande famille, c'est la famille G. Parce que je les ai choisis, on ne choisit pas forcément sa famille, mais quand on choisit une équipe, c'est pour leur travail, leur passion, et puis après, ça veut dire qu'ils partagent aussi nos mêmes valeurs. Donc moi, le concept, ça a été de me dire, toute personne qui vient et qui rentre chez nous, c'est qu'elle partage nos valeurs. Et l'une des premières valeurs, c'est la valeur humaine. Parce qu'on peut faire un business, mais c'est encore mieux quand tu rassembles ce business à l'humain, parce que les gens qui vont venir te prendre des trucs, ils vont se retrouver dans ce que tu fais. Donc ce sera de la même manière pour les cosmétiques, parce qu'avant les gens me disaient « Ah, mais t'es distribué où ?» Mais vu que moi j'ai plus choisi le côté digital et le côté d'aller plutôt vers les clients, donc j'aurais plus de facilité à aller dans les salons, on est beaucoup même dans les salons. Et d'être plutôt dans des salons de coiffure, par exemple, pour la gamme capillaire. Pourquoi ? Parce que je sais que les clients, on va leur parler. On aura la possibilité à un moment donné d'être près d'eux.
Donc c'est de l'organisation, en tout cas pour répondre à la question. C'est vraiment une certaine organisation, mais c'est surtout beaucoup de déléguer et de s'entourer de personnes bienveillantes. S'il y a un point à retenir de ça, c'est comment faire, c'est déléguer et s'entourer de personnes bienveillantes. Et quand tu dis t'entourer, c'est vraiment constituer une équipe, parce qu'on parle dans la box d'entrepreneurs solo, d'associations. Moi, j'ai écouté des podcasts d'entrepreneurs où t'en as qui vont dire que pour eux, ils n'envisagent pas de ne pas être associés parce qu'ils aiment bien partager les responsabilités et le travail. Il y en a d'autres qui vont dire non, moi, j'aime bien avoir une équipe, être entourée, mais je veux rester capitaine et être maître à bord. Toi, comment tu as constitué ton équipe, justement? C'est quoi les clés pour que ça marche? Est-ce que c'est encore toi le capitaine? Alors, moi, je suis capitaine puisque je suis celle qui prend les décisions finales, mais aujourd'hui, je travaille déjà avec mon mari et mon frère qui m'aident pas mal, qui m'aident vraiment. Et après, je suis aussi dans une autre manière. Je suis dans le management, je dirais plutôt du ensemble, parce que on réussit pas seul, tout simplement. Donc, il y a des personnes, j'aime avoir la possibilité de me dire que si je me trompe, je me trompe seule. Mais ça, je parle de la décision finale. C'est vraiment quelqu'un qui va me dire, bah, fais ça. Et puis, si moi, je vois que je suis pas dedans et que je préfère plutôt une autre solution, je vais plutôt faire cette solution-là. Mais par contre, en termes de bien s'entourer, ça veut dire, c'est de rencontrer des personnes, déjà, qui partagent les mêmes valeurs, qui vont pas chercher à vous changer, mais qui vont s'adapter en fonction de votre projet. Ce qui permet, en fin de compte, d'avoir ce qu'on appelle vraiment d'être très bien entouré, mais de partager des choses et d'avancer. Oui. Moi, je sais que personnellement, je suis beaucoup dans le partage et mes décisions, avant de prendre une décision finale, chacun a son mot à dire dans ce que je vais faire. Et chaque personne a une importance dans les décisions qui sont prises. Ouais. Ouais, c'est pas juste les manager, les diriger, entre guillemets, non. C'est collaborer. Et c'est collaborer. Si on collabore pas, ça fonctionne pas, parce que je me dis qu'à un moment donné, les personnes, quand elles font quelque chose, elles l'ont fait. C'est comme quand tu fais un produit. Ton produit pourra être le meilleur du monde, mais derrière, si tu as une belle image, ça va fonctionner. Donc toi, t'es pas graphiste, en tout cas moi je le suis pas. Donc comme je suis pas graphiste, je vais venir leur dire mon idée. Mais la personne qui va mettre son art, c'est-à-dire tout le côté graphiste, qui va travailler mon image, je vais pouvoir respecter parce qu'elle aura entendu ce que je voulais dire, elle va la mettre en exécution, et donc ça fait aussi ma réussite et la sienne aussi. Donc non, c'est un travail d'équipe. On réussit pas seul, on n'avance pas seul. Alors seul, on peut avancer rapidement, mais quand on est plusieurs à apprendre, on va beaucoup plus loin. Et je pense que c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est sûr, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix, et ça dépend du business aussi. Mais, ouais. Et si on repart un petit peu en arrière, toi, comment ça a commencé cette aventure entrepreneuriale? Est-ce que c'était vraiment une envie viscérale d'entreprendre, d'être ton propre patron, de créer? Est-ce que c'était par nécessité? Est-ce que c'était par besoin, par défaut? Moi, je dirais que je pense que j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme, parce que j'ai toujours, depuis assez jeune, j'ai toujours été indépendante financièrement. En gros, même si j'avais de l'argent de poche de ma mère, j'avais quand même cherché de quoi me faire des sous par moi-même. Mais l'entrepreneuriat m'a trouvée, pour la petite histoire, vraiment tout ça a commencé, c'est à l'époque, à la mode, c'était les mèches brésiliennes. Et ça coûtait hyper cher. Mais hyper cher. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, des mèches brésiliennes, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à aller voir un fournisseur en Italie. Donc, j'ai été chercher un fournisseur en Italie et je me suis dit, bon, vu que mes petites sœurs, elles me demandaient de leur acheter. Après, j'ai les cousines qui ont demandé d'acheter. Et les copines de mes petites sœurs me demandaient d'aller acheter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, maintenant, je vais avoir mes propres mèches gratuites. Je vais leur dire d'acheter. Je fais mon truc et comme ça, je prends en gros. Je leur revends et je paye plus mes mèches. Et de fil en aiguille, en fin de compte, j'ai commencé à me faire mes sous comme ça. Et ce qui m'a rentré vraiment, en tout cas beauté insolente, je sais que c'est vraiment par rapport à la problématique qu'on a trouvée de ma fille. Donc de base, c'en est devenu tout un business, et tout mon business a été fait autour de beauté insolente, parce que c'est vraiment beauté insolente est vraiment on va dire la marque. La marque de base, c'est que j'ai voulu créer un produit cosmétique pour répondre à la problématique de peau de ma fille, puisqu'elle faisait du psoriasis, elle faisait de l'eczéma, et on lui a trouvé 9 allergies à Taïna. Et donc de là, on lui mettait pas mal de choses et puis ça fonctionnait pas. Donc je suis partie à un salon spécialisé pour les laboratoires. Et puis là, j'ai été voir un laboratoire, je leur ai dit, ben voilà,
là, je veux faire un produit à façon pour ma fille parce qu'elle a des problèmes de peau. Et comme elle est métisse, on m'a dit que c'est vrai que les peaux métissées, en général, ils ont les peaux atopiques. Et là, on a formulé pendant 2 ans et demi même. Et quand on a formulé, on nous dit on va faire les tests. Et moi, donc, pour commencer à comprendre pour voir sur qui ça va, j'ai commencé à donner à plein de gens qui avaient la peau très sèche et qui étaient dans notre entourage en disant alors, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez. Et tous m'ont dit dès que tu vas le sortir, on va l'acheter. Puis je dis j'ai commencé à aller voir le laboratoire, je comprends pas, on veut m'acheter le produit. Et puis c'est là qu'ils me disent non mais Stéphanie, t'as pas fait un médicament. T'as juste fait un produit pour répondre aux gens qui ont les peaux atopiques, les peaux sèches ou qui font des crises d'eczéma. Et donc c'est de la prévention. Et pour prévenir en tout cas de toute peau très sèche et à tendance atopique, il faut la nourrir et l'hydrater. Et là, en fin de compte, ça va leur éviter toutes ces crises-là. Et c'est vrai que les peaux noires ou les peaux blanches même, mais qui sont très très sèches, ou pour les gens qui ont les peaux vraiment à eczéma, c'est vrai qu'on a vu que ma fille n'a plus fait de psoriasis, elles n'ont plus de crise d'eczéma, j'en ai plus moi-même, puisque moi j'avais des très très grosses crises d'eczéma. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Donc le truc, c'est fait que vraiment, de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est parti de là. On va dire... Ça a été ma décision, j'étais quand même dans l'immobilier d'entreprise, donc j'étais salariée et puis j'avais mon confort parce que je gagnais très bien ma vie. Donc ce qui a vraiment déclenché en me disant là j'y vais, c'est quand j'ai commencé à entendre dire des personnes en me disant on t'achètera ça. Et comme depuis j'étais auto-entrepreneur dans mon business des mèches au final, je me suis dit allez hop, on va y aller. Ça, t'avais déjà ça en parallèle aussi. Les mèches, c'était peut-être plus par opportunité. C'était par opportunité. Parce qu'il y avait des demandes. C'était opportunité. Voilà. Et après, c'est pour répondre à un besoin. Mais t'as quand même dit dès le début que tu considères que t'as toujours été entrepreneur. Ouais. Et c'est de ça dont on parle dans la box de mars, justement. C'est sur est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient ? Est-ce qu'il y a un gène de l'entrepreneuriat ou est-ce que n'importe qui peut devenir entrepreneur à question de le vouloir ? Enfin, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue. Il n'y a pas de réponse absolue, et puis j'estime que c'est ma vérité, et c'est pas la vérité, c'est pas une vérité ultime, mais pour moi, on peut l'être intimement convaincu qu'on peut devenir indépendant financier, parce que l'entrepreneuriat, il y a entrepreneur et vraiment tout lancer pour être totalement indépendant financier, et il y a ceux qui peuvent, ou moi j'engage même des fois à dire aux gens tu peux devenir entrepreneur mais tout en gardant ta sécurité salariale, parce qu'il y a des personnes, à mon sens, mais ça n'engage que moi, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et je sais qu'aujourd'hui moi je coach des femmes dans l'entrepreneuriat, j'en coach pas mal, et je préfère dire la vérité à la personne et ne pas me dire que je vais la voir pendant un mois et la coacher pour me dire je vais prendre son argent, et puis au final dire t'es pas fait pour l'entrepreneuriat. Non, s'il y a des personnes qui sont faites pour l'entrepreneuriat, je leur dirais que je pense qu'elles sont faites pour l'entrepreneuriat. Il y a d'autres personnes, pourquoi je dis tout le monde ne peut pas être entrepreneur ? Parce que entrepreneur, ça demande des engagements, ça demande des sacrifices et on prend des risques tous les jours. Et c'est d'accepter de ne pas tout de suite se payer. Il y a beaucoup de gens qui pensent, parce que j'ai plusieurs sociétés, que j'ai décidé tout de suite de me payer, mais non, parce que j'avais des investissements à faire. C'est des investissements pour la reformulation de mes produits, c'est des investissements parce que quand on décide d'avoir son propre studio, faut trouver les locaux, faut pouvoir tout mettre dedans. Tout le monde, pour moi, ne peut pas être entrepreneur, mais toute personne qui veut devenir entrepreneur, en tout cas, à partir du moment où elle tient bon, elle aura le résultat de ce que, en tout cas, elle s'est donné comme objectif. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Je pense qu'il y a quand même une fibre, ou en tout cas l'envie. Enfin, moi j'ai des amis qui me disent qu'ils ne pourraient pas être entrepreneurs ou freelance et faire ce que je fais parce qu'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas tout ce qu'on a quand on est salarié. Donc je pense qu'il y a une fibre, il y a peut-être aussi un contexte dans lequel t'as grandi. Tu vois, moi mon père il a toujours été entrepreneur, ma mère elle a fait toute sa carrière dans la même société. Donc moi j'ai les deux, mais c'est bien. Parce qu'il y a papa qui pousse et maman qui pose les sécu, mais du coup ça te permet de te poser des questions. Ouais. Mais je pense après, tu sais, on parle souvent de sécurité et les gens ils sont beaucoup sur le fait d'avoir un poste, mais je pense que des fois il faut amener à réfléchir et à bien regarder. La personne qui a plus de sécurité, c'est plus c'est pas l'employé. C'est l'employeur. Moi, je suis convaincue, mais... Non, mais tu sais pourquoi je te dis ça ? C'est, tu vois, j'ai échangé avec déjà des gens qui me sont proches, et puis même avec d'autres.
Aujourd'hui, tu es dans une société, ok, tu as la sécurité, tu dis tous les mois, en gros, tu as un salaire qui va devoir rentrer et puis tu vas faire tant d'heures et puis tu arrives à 10h, tu finis à 18h comme ici, puis tu te dis, voilà quoi, mais tous les mois, quelle que soit l'heure, de toutes les façons, ton patron te doit ce salaire. Mais demain, tu fais... Là, je sais qu'il y a différentes problématiques qui se posent en France sur tout ce qui est retraite, tout ce que tu veux. Mais un grand géant de chez moi, même quelqu'un qui a une grosse société, elle trouve que par contre, les conditions actuellement françaises ne lui conviennent pas. Elle vient, t'as fait 25 ans de boîte. Elle décide de partir d'ici. Et pour la personne qui doit partir à la retraite dans 5 ans. Donc ça veut dire qu'elle n'a même pas encore 5 ans ou 10 ans même, mais qu'il lui reste 10 ans. Mais qu'après, on sait comment les métiers ont évolué et a du mal finalement à retrouver un poste parce que soit il va être trop cher pour les PME pour nous ou les trucs comme ça en se disant le gars il gagnait 4000 balles, là tu vas le prendre, tu sais qu'il a l'expérience mais bon t'as pas les moyens de le payer 4000 balles par mois, tu fais comment? Ou même un peu moins mais... Et cette personne-là, c'est qui se retrouve plus en fin de compte dans l'insécurité? Parce que du jour au lendemain, toi, tu décides de délocaliser ta société ou de dire, comme les gens ils disent, oui, bon, là, on ferme, hop, plus d'emploi. Le patron, il part à l'étranger, il prend sa boîte, il est pépère. Et lui, il a ses pépettes. Mais la personne, par contre, qui reste dans la problématique, ça va être le salarié. Donc, des fois, tout dépend de comment on va regarder le côté sécuritaire. Le niveau de sécurité aussi. Le niveau de sécurité, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est plus une sécurité de travailler à mon compte. Je me lève pour moi, je me lève et je m'oblige à aller bosser, mais je me dis demain, je fais pas rentrer d'argent, et j'ai pas de salaire, mais demain je fais rentrer d'argent, c'est moi qui calcule comment ça peut rentrer. Donc, et c'est même pour te dire mon concept, et je pense que ce serait... Si plusieurs entreprises penseraient comme ça ferait évoluer pas mal de choses et ça enlèverait pas mal de frustration. Et ça amènerait même à ce que les salariés se sentent beaucoup plus valorisés dans leur travail. Moi, chaque personne qui travaille dans l'équipe, que tu sois assistante ou que tu sois... Quel que soit le poste que tu as, t'es challengé. Ça veut dire que moi, de base, oui, tu as ton salaire, c'est ce qui est prévu, c'est quand on est rentré, c'est le contrat qui a été convenu. Mais par contre, à partir du moment où tu atteins certains objectifs qui te sont fixés, ça veut dire mensuels, tu as la possibilité, tous les mois, en fin de compte, de pouvoir avoir une prime que la personne aurait peut-être négocié en disant est-ce que je peux avoir 50 € supplémentaires par mois. Au lieu d'avoir ça, c'est que tous les mois, les gens ont la possibilité en fonction de si c'est un commercial, il sait qu'il peut augmenter son salaire, 2000 balles s'il veut par mois. Si c'est une personne qui est dans le côté administratif, elle, au lieu de venir me dire, parce que ça je l'ai mis en place, parce que je sais que des fois les gens ont du mal à venir de demander une augmentation. Son augmentation, elle l'a fait elle-même. Et ça, c'est par rapport au travail. Parce que j'estime que je travaille dur pour avoir mon argent. Si tu montres que tu travailles et tu atteins les objectifs pour que l'entreprise puisse avoir de la croissance, je trouve tout à fait normal que derrière, je te retrocède ce qui me rentre aussi. Mais parce que c'est toi qui as permis, et chacun d'entre nous, ils ont permis que les choses puissent rentrer. Donc ça, je pense que c'est une idée. Et ça te permet, en fin de compte, que personne ne se sente lésé parce que... Tout le monde est, oui, effectivement, tu vas voir un commercial, c'est normal, il a été chercher les sous, mais par contre, une assistante qui doit rentrer ce que le commercial a rentré, si elle a rentré les choses rapidement pour que le client puisse être livré rapidement, bien évidemment, tu vois qu'elle a été rapide dans son travail et donc le client a été content d'avoir sa demande a été traitée rapidement, toi aussi, tu montres que tu es contente qu'elle ait bien fait son travail. Ouais, moi, c'est ce qui me motivait quand j'étais salariée. Avec des primes. Quand il n'y a plus de primes, il n'y a plus de primes, ma motivation. Elle est différente. Elle est différente parce que la personne, elle sait que tu la primes parce que c'est ça qui même te donne son pédigré. Mais après, moi, comme toi, depuis tout petit, je disais aussi que je voulais être mon propre patron. Donc, il m'a juste fallu un petit peu de temps. Et justement, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'il peut être trop tard pour éclore en tant qu'entrepreneur est-ce qu'on peut entreprendre à 60 ans? Franchement, mais moi, j'ai envie de dire, même vous avez envie d'entreprendre à 75 ans, allez-y, quoi. Il n'y a pas d'âge. Et même au contraire, moi, 2009, j'étais entrepreneur. Mais vraiment, où j'ai décidé, j'ai dit à tout le monde, vous me suivez, c'est en 2015, quoi. Donc, j'approche la quarantaine. C'est là où on dit aux gens, allez-y. Et il n'y a pas d'âge. Et surtout, ne pas écouter les oiseaux de mauvaise augure. Parce qu'il y a des fois, vous allez venir, et puis les gens ils vont vous dire, mais alors ça va être...
t'as quel âge? Ou mais non, mais il y a déjà les gens qui l'ont fait, ça n'a pas fonctionné. Ben, vous n'êtes pas les gens, vous êtes vous. Donc oui, à un moment donné, ce qu'on dit, la vie, ce qui fait la différence d'une personne, c'est une personne qui sait saisir une opportunité. Une opportunité, ça vaut autant que de l'or, que du diamant. Ben, la personne, elle peut saisir son opportunité à ce moment-là et elle peut faire la différence de ouf. Et du coup, toi, du moment où tu as eu, alors je vais revenir un peu sur le parcours entrepreneurial, bon, après les mèches, mais pour justement beauté insolente, qu'est-ce qui t'a aidé concrètement à passer de l'idée au produit fini, et à l'inverse, qu'est-ce qui aurait pu te freiner et comment tu as surmonté ces freins? Alors, ce qui m'a passé vraiment de l'idée, c'est vraiment parce que là, sur le principe, je partais pour répondre à une problématique qui était ma fille. J'étais prête à investir vraiment pour mon enfant, pour les enfants, on est prêt à tout. Par contre, ce qui a amené à vraiment de sortir vraiment après en produit, ouais, ça a été le déclic. Quand les gens m'ont dit, ouais, on va l'acheter, je me suis dit, mince. Et c'est là que carrément, après, je suis partie à l'école. Alors c'était marrant parce que j'avais que des jeunes, mais je suis repartie, j'étais passée un CAP esthétique, cosmétique, parfumerie, mais c'est que des filles de 15 ans. Alors tu sais, j'étais la plus vieille, en plus j'avais des filles qui avaient à peu près leur âge. Alors tu t'arrives, alors dès qu'elles avaient des problèmes de cœur, elles venaient me parler. Non mais par contre c'était une super belle expérience, j'ai vraiment adoré. Mais c'est ça, c'est quand j'ai su que les gens ils étaient vraiment intéressés, que mon entourage était vraiment intéressé, et que j'ai compris qu'on voulait me les acheter, que là j'ai dit j'y vais, je fonce. Après maintenant ce qu'il y a, c'est que... ce qu'aurait pu me faire peur, c'est que à partir du moment où vous faites je parle de cosmétiques dans les règles, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des produits naturels, mais des fois il n'y a pas toute la réglementation qui suit derrière. Mais là, moi, il fallait qu'il y ait la réglementation, parce que je voulais vraiment me dire, je vais être au plus proche du naturel, mais en plus, je demandais quand même à répondre à une spécificité. Là, c'est l'investissement, parce qu'une formulation... ça coûte beaucoup d'argent. Donc, quand tu arrives et puis qu'on te dit qu'après, pour chaque formule, tu vas sortir, parce que ça varie en fonction de ce que tu demandes, mais ça te dit que derrière, toi, tu dois, par rapport à tout ce que tu dois mettre en place, ça te demande de penser à sortir facile entre 60 et 100 000 euros. Tu te dis, putain, attends. Et toi, tu as de l'argent de côté, mais en plus, vu que j'ai pas fait les bons choix à refaire, je ferai plus pareil financièrement. Mais tu te dis, ok, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Et c'est là que tu sais si tu es capable de prendre des risques. Et tu te dis, c'est ça qui te fait peur, mais j'y étais. Et t'as aussi la famille. Il n'y a que mon frère qui a suivi quand je lui ai dit que je me lançais, mais mon mari et ma mère, voilà. En plus, nous en Afrique, quand ça va pas, on te fait des réunions de famille, on t'assoit. Et puis en plus, les soeurs à ma mère qui commencent à dire, oh, ma fille, non, t'inquiète pas, elle fait sa crise d'adolescence aujourd'hui. Laisse-la 1 an. Ma soeur, elle va revenir. Tu sais, comme les mères là, c'est comme ça. Laisse-la 1 an, elle va revenir. Non, maman, pardon. Elle part non, mais là. Et là, j'ai dit à ma mère, et comme avec mon mari il a dit, et parce qu'il dit, maman, il faut parler à ta fille parce que là, c'est chaud. Non, ça a été très tendu. Mais le fait d'avoir eu mon frère qui m'a dit, vas-y, je vais te suivre et on va y aller, je me suis dit que j'étais pas aussi folle que ça. Et c'est là que je me suis dit, allez, j'y vais, je fonce. Et après, je me suis dit, c'est là que je vais pouvoir leur montrer que ma décision... a été purement réfléchie, que c'était pas un coup de tête de dire je voulais devenir entrepreneur, mais j'avais déjà une vision au final. J'avais une vision et je m'étais pas arrêtée en me disant juste je vais faire des produits puis après je sais pas ce que je veux faire. C'est vraiment, j'avais la vision... Ça te challenge aussi, quoi. T'as envie de leur prouver que tu te trompes pas. Ah là, c'était ça. Ouais. Et en plus, c'était surtout que t'as des gens de l'extérieur qui croient en toi, qui sont venus, qui te disent ouais, ok, on y va. Et puis t'as ton mari et ta mère, les 2 personnes sur qui tu sais que tu peux entendre oui, vas-y, va. Non, ils te disent. Mais en fin de compte, aujourd'hui, je peux pas leur en vouloir et je dirais même à toute personne qui veut devenir entrepreneur de même pas leur en vouloir parce qu'en fin de compte, ils ont pas cette culture-là. Ouais. Donc, ma mère qui a jamais été entrepreneur... C'est des peurs. C'est des peurs pour leur enfant. Ils ont peur en fin de compte parce que... Pas pour te brimer, moi ma mère c'était pareil. C'est comment tu vas faire, comment tu vas payer tes factures, je vais travailler.
C'est ça, je peux travailler la même chose, sauf que je vais aller chercher mes clients. Ouais. Et c'est pas l'entreprise qui va aller chercher des clients pour que moi je puisse faire, c'est moi je vais aller chercher mes propres clients. Donc oui, c'était ça. Et aujourd'hui, hyper fiers, ils y vont. Mais il fallait que moi je puisse leur montrer qu'ils n'aient pas peur de mes choix au final. Que voilà, parce qu'au départ on me dit, mais tu te rends compte, t'as 3 enfants, comment tu vas faire, comment ils vont plus te voir, mais est-ce que t'es une mère indigne, ce que tu veux. Et puis non, et c'est même pareil pour les mamans, parce que souvent certaines, elles ont des idées d'être entrepreneurs, surtout les mères de famille. Et elle culpabilise parce qu'on va lui dire oui, mais attends, tes enfants, ils te voient plus. Alors que non. Les enfants, en fin de compte, il faut les associer, puis il faut leur parler. Et puis tu vas leur parler et tu vas leur dire ton projet, c'est même eux qui t'amènent des idées dans ton projet. Et comme ils partagent un truc avec toi, ta réussite devient leur réussite aussi, donc ils sont contents. Et puis à chaque fois, ils viennent te demander. Là, mes filles, quand pareil, j'aurais dit, je vais à telle interview, bah tu vois, pour ça, c'est ma fille Nila qui m'a dit, oh maman, mets cette couleur-là pour l'interview, ça va être sympa. Tu vois, c'est des trucs, tu les impliques et tu leur poses des questions et puis elles sont avec toi, quoi. Mais justement, alors, tu vois là, tu disais, toi, ce qui t'a convaincu aussi de te lancer vraiment, c'est parce que t'en as parlé à des gens qui étaient prêts à te l'acheter. Alors, on entend parler de vos idées, n'ayez pas peur, personne va vous la voler, et même si on vous la vole, il y a de la place pour tout le monde, etc., etc. Donc oui, faut pas avoir peur d'en parler, parce que de toute façon, si tu restes que avec ton idée à toi, c'est sûr que tu ne lanceras jamais. D'un autre côté, on se confronte aussi à des gens qui vont dire « Oh !» Et non, tu ne l'aurais pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut en parler ou faut pas en parler ? Faut en parler. Faut en parler. Après, à mon sens, faut en parler avec les bonnes personnes. Ça sert à rien d'aller parler à des personnes qui sont même pas dans le même état d'esprit que toi. Si tu vas parler à une personne qui est pas du tout entrepreneur, mais bien évidemment qu'elle va te le déconseiller. Et puis si en plus, tu sais, ces personnes-là auraient aimé faire ça et qu'elles voient que toi t'as la volonté, tu les amènes face à leur frustration et leur échec quelque part, donc ils t'emmèneront pas vers ça. Et moi j'ai même envie de dire aujourd'hui il faut être sur le partage, mais ne même pas hésiter à aller voir une personne qui fait la même chose que soi. Pourquoi ? Parce que le partage, c'est des fois, moi j'ai vu des personnes en ayant fait des ateliers et ben au final qui se fusionnent. Je trouve ça sympa. Qui se disent, en fin de compte, j'étais seule, mais parce que j'avais pas trouvé de personne qui était dans le même état d'esprit que moi, et elle se trouve dans le même état d'esprit. Ou sinon, des fois, à faire un partenariat. Pourquoi ? Moi, aujourd'hui, je travaille avec des personnes qui font de la cosmétique. Je leur fais même, pour certaines, je leur fais leurs étiquettes, parce qu'on a notre agence de communication, chose que j'avais oublié de dire au départ. Oui, effectivement. Une corde en plus. Une corde en plus, c'est mon agence de communication. Et les personnes nous appellent pour faire que ce soit leurs étiquettes, leur catalogue, tout ça. Et ce qui est encore plus sympa, c'est quand elles t'appellent, elles disent « Ouais, Steph, je suis en train de penser à ça, j'aimerais bien faire retravailler mon image. » Bah là, on s'assoit avec les équipes et on retravaille l'image, quoi. Et ça te permet que derrière, elle va se dire « Bon, je pense qu'on peut faire tel partenariat. » Mais oui, parce que les clientes vont vers les personnes qui leur parlent. Donc, si elles estiment que moi, je corresponds plus à leur état d'esprit, elles viendront chez moi. Si elles pensent qu'une autre personne elle correspond plus à son état d'esprit, elles iront. C'est en fin de compte, c'est juste quel est ton public et ton public viendra à toi. Mais il y a de la place pour tout le monde au final. Donc oui, tu peux en parler. Mais parlons aux personnes qui partagent déjà le côté entrepreneur, alors que si tu parles à une personne qui n'a pas du tout déjà l'état d'esprit entrepreneur, vous allez déjà être dans une frustration dans l'échange. Donc, exactement ce que j'allais dire, ouais. Moi j'en parlais beaucoup quand je me suis lancée moi en freelance, parce que moi pour moi entrepreneur c'est plus quand tu gères une entreprise, moi je suis solo, mais bon quand même. C'est une entreprise quand même. Et c'est moi, donc c'est bien, c'est une grosse entreprise à gérer déjà. Mais j'avais pas forcément beaucoup d'amis entrepreneurs, il y en a qui se sont lancés depuis. Et j'avais pas spécialement, je ressentais pas le besoin de m'entourer d'entrepreneurs, mais au fur et à mesure des années, si, ça a complètement changé. Et j'ai beaucoup plus d'entrepreneurs autour de moi. Parce que d'une, oui, ils comprennent les mêmes problématiques. Enfin, mes potes, j'en parle souvent quand je leur dis là j'ai pas de clients, ce mois-ci je suis en galère, ils vont dire ah ouais, ça va aller. Mais ils comprennent pas tout ce que ça engendre derrière. Alors que les entrepreneurs, si, et justement, souvent aussi, ils sont hyper bienveillants. C'est-à-dire que tu vas parler d'une problématique, ils vont te sortir 4 solutions auxquelles t'as pas pensé. Ouais. Et c'est ça aussi, et ça revient à ce que tu dis, il faut en parler. Faut en parler parce que même demain, t'as une idée. Et comme tu dis, il y a quelqu'un qui va t'appeler. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une personne qui nous a appelé parce qu'elle disait ouais, mais je sais plus comment relancer pour avoir des clients. Rien que le fait qu'elle m'en a parlé, bon, appelle un tel, fais telle promotion, fais ça.
Et ça lui a amené tout de suite. Donc oui, mais il faut en parler par rapport à la personne qui est dans le même état d'esprit que toi. Là, la dernière fois, je disais, voilà, j'ai besoin de faire plein de vidéos et tout. Je savais que j'ai mon, comment dire, mon vidéaste en interne. Mais bon, grâce à Dieu, il a eu un bébé. Mais moi, ça fait qu'il fallait que je trouve une solution derrière. Et j'ai appelé, on m'a présenté certaines personnes et directement, on a pu tout de suite travailler ensemble. Et donc, tu vois, mais parce que j'ai eu la facilité d'en parler, de dire aux gens, bon, bah... Faut pas avoir peur de dire qu'on a un problème aussi. Et plus tu vas parler de toutes les façons, plus il y a de choses qui vont s'amener à toi. Ouais, ça c'est sûr. Donc pour moi, il faut parler, mais il faut parler aux bonnes personnes. Et moi, je crois pas à ces histoires de je vais pas dire mon projet parce qu'on va me le voler. Parce que la personne qui va te prendre ton projet ne le fera pas forcément comme toi tu le ferais. Donc quoi qu'il en soit, même si elle fait la même chose, tant mieux, c'est pas grave. Fais-le et fais-le comme toi t'as prévu de le faire. Tout à fait d'accord. Est-ce que tu as déjà connu l'échec ? Oui. Et comment tu as surmonté ? Comment on passe au-dessus comment on vit un échec, comment on passe au-dessus on passe au-dessus, mais en fin de compte, il faut y croire et il faut juste se dire que tu réarticules la chose. Alors, je vais t'expliquer, c'est pas plus compliqué que ça. C'est que normalement, à l'époque, moi, donc j'ai les bureaux ici. En face, avant d'être le studio, c'était mon institut de beauté. Okay. Et en fin de compte, j'avais un autre studio qui était de 120 mètres carrés et qui était un peu plus loin. Donc, j'avais vraiment trois loyers. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai décidé d'ouvrir l'institut de beauté, donc Beauté Insolente, c'était en gros c'était la boutique et à côté de la boutique nous on proposait des prestations parce que j'avais donc décidé cette fois-ci pour la première fois j'avais dit à la personne écoute je gère tout mais comme je fais pas de coiffure parce que je suis pas coiffeuse je fais les soins mais entre le studio et le magasin géré je sais que pour faire des prestations de soins je ne pourrais pas gérer donc je me suis associée avec une personne et je lui ai dit moi ce que je fais en même temps que je prends le nouveau local qui est en face, donc en même temps que je prends la boutique, je te laisse pouvoir gérer ça. Derrière, moi, je te mets la boutique, je fais les travaux, j'assume tout, mais derrière, il faut que j'ai quelqu'un à l'intérieur qui soit vraiment carré et qui fasse les choses. Mais c'était mon nom qui était sur la façade et pas le nom de la personne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que toi, tu fais tout, mais j'ai tout investi. Hein. J'ai mis, et on a eu un bel investissement là-dedans. Hein. Ça m'a sorti pratiquement, j'ai sorti pratiquement 100 000. On vient, on fait les travaux, on fait tout. Premier mois, la personne te dit en plus que comme elle a ses clients, tout ça, qu'elle va s'en chercher, tout ça. Et puis au fur et à mesure, je vois qu'il y a des gens qui prennent les rendez-vous, mais la personne t'appelle et elle te dit qu'elle peut pas être là. Tu fais comment ? Toi, tu es en studio, tu gères d'autres clients sur d'autres choses. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que la personne n'était pas aussi carrée. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, ça commençait à me mettre dans la difficulté. Mes produits cosmétiques, tout ça, ça pouvait partir puisqu'on était on est sur Internet, donc on livrait, on continue à faire mes salons avec les filles. Mais par contre, quand il y avait des prestations qui étaient de coiffure ou quand il y avait des prestations de soins, là, ça commençait à me poser problème. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure, on a pu eu l'engouement qu'on aurait souhaité pour Beauté Insolente. Et j'ai eu le sentiment, mais quand j'ai commencé à regarder, on a commencé à voir les chiffres, j'ai dit putain. Là, je perds de l'argent. Je perds de l'argent. Mais je voulais c'était tellement mon bébé parce que Beauté Insolente, c'est vraiment ma première structure. Donc, je voulais tellement que ça puisse persister que je me suis dit non. Et puis, tu sais, t'es là, tu te dis non, tu te bats. Mais à un moment donné, tu viens à l'évidence. Et tu te dis non, si ça rentre pas... Et c'est là où les entrepreneurs, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que s'ils entreprennent, c'est pour gagner de l'argent. Et je sais qu'en général, le mot argent est très souvent tabou, alors que non, il faut être très, très clair là-dessus. C'est j'entreprends, et si j'entreprends, c'est pour faire tourner une société. Et pour faire tourner une société, il faut du carburant. Et le carburant, c'est l'argent. Donc, à un moment donné... quand j'ai vu que ça rentrait plus d'argent, mais que je me tapais un studio hyper cher, qui était grand, mais hyper cher, alors que je pouvais avoir moins grand et faire les choses... Et ben là, directement, mon frère et mon mari m'ont dit écoute, on arrête de faire le côté institut beauté. Et il me dit on va faire le showroom. Comme ça, le showroom, les clientes elles peuvent continuer à venir acheter les produits, mais on se concentre sur la distribution des produits. Et il me dit le showroom, peut-être ça reviendra plus tard. Et il me dit mais là, on perd de l'argent et c'est pas possible. Donc si tu veux, tout de suite, on a basculé. Mais il fallait que moi, intérieurement, c'était une sorte d'échec. Parce que là, c'était vraiment ça, mon vrai pôle. Je voulais vraiment faire un truc beauté, tout ça. Et au final,
Et ben de cet échec, j'en suis ressortie plus forte. En tout cas, ce que moi j'ai trouvé comme échec, c'était même pas un échec, puisque derrière, j'ai pu tout de suite trouver une solution de change. C'est qu'au lieu de louer à quelqu'un d'autre mon studio, ben, j'avais directement, je l'ai placé autrement. Et de le placer autrement, et ben au final, d'avoir fait un showroom beauté insolente, ça a jamais autant cartonné que quand on avait l'Institut de beauté. C'est-à-dire, on a plus de clientes qui viennent, on s'est focalisé uniquement sur tout ce qui était notre savoir-faire, ça veut dire nos produits, les diagnostics capillaires, les diagnostics peau, et on s'est focus dessus. Et ben aujourd'hui, c'est le showroom est rentable, mon studio est là, et tout est en plus à proximité, ce qui fait toutes les équipes, je peux vraiment coordonner, c'est encore plus fluide au final. Donc d'un échec, j'en suis sortie beaucoup plus forte, mais il fallait l'accepter. Ouais, c'est sûr. Faut le digérer aussi. Ouais, c'était le digérer. Parce que... Et surtout que là, en plus, c'est un échec qui est pas forcément dû à toi directement, à part peut-être le recrutement de la personne, mais ça devient moi, je trouve ça encore pire quand c'est pas... Enfin, moi, ça m'énerve quand je suis en porte-à-faux avec un client, puis je me dis que c'est pas de ma faute. C'est parce que j'ai délégué à quelqu'un ou parce que je travaille avec quelqu'un qui, lui, fait pas son job, et ça me rend... ça. C'est vrai, mais ça reste quand même ton échec parce que tu te dis que t'as quand même... T'as ta part aussi à jouer, c'est sûr. T'as mis ton premier bébé à la dispo de quelqu'un, alors que d'abord, t'aurais dû d'abord le maîtriser toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je maîtrise d'abord et après, je vois si je confie. Là, on sait que le studio, à plusieurs reprises, on m'a demandé si j'allais parce que je veux le franchiser. Et donc, c'est vraiment apporter vraiment notre dynamique, telle qu'on fait, comment on travaille, parce qu'on sait qu'on a une bonne réputation. Et là, on a des clients qui viennent de Nice, on a des clients qui viennent de Nantes, on a des clients de Belgique, des clients de Suisse, on a des clients vraiment... Mais du Sud, on en a pas mal. Et aujourd'hui, je me dis que peut-être en ayant quelqu'un à Nantes et quelqu'un dans le Sud qui peut nous représenter, nous, on l'aide vraiment à trouver les locaux, on gère même tout ce qu'il y a, mais derrière, il assure dans le même état d'esprit et on fait une formation. Tu vois, par exemple, ça, c'est une chose que aujourd'hui, je me sens capable de pouvoir me dire qu'après, on pourra vraiment franchiser parce qu'on a déjà toute la com et tout ce qui est fait, mais c'est surtout que derrière, après, je maîtrise. Donc, une personne qui ne gère pas... voilà. C'est sûr. Mais sur le principe, ouais. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais c'est quand même une erreur parce que là, je l'ai pris personnellement. J'avais investi beaucoup d'argent. Donc, c'était un peu les travaux, tout ça. C'était parce qu'on a carrément changé. On a tout changé du local. Donc, si tu veux, c'était un peu lourd. Ouais, j'imagine. Mais bon, on s'en relève. On s'en relève. Franchement, je m'en suis relevée hyper. Et aujourd'hui, je suis grave contente. Bah ouais. Et si tu veux... J'ai envie de te dire, maintenant je parle comme ça, mais j'ai envie de te dire que limite, fallait même que je passe par là. Mais c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, je sais ce qu'on peut me faire et je sais... et c'est quand à un moment donné, tu disais, est-ce que les gens préfèrent t'associer ou pas ? Je sais, en fin de compte, même avec qui je veux travailler, que ce soit les partenaires, je sais tout de suite sur qu'est-ce que je pourrais accepter et ce que je n'accepterais pas. Et peut-être si j'avais pas eu ça, et demain je suis sur un gros coup et que ça me tombe, ben alors là, je serais même pas comment... Bien sûr. C'est en se traitant qu'on apprend. C'est comme quand on tombe de vélo, on monte sur le vélo, on repart et puis... On n'apprend pas tout de suite. Donc... ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais là-dessus... On va bientôt arriver à la fin, déjà. Ça passe vite. Moi, je pourrais parler avec toi des heures, mais les gens, ça va peut-être les saouler. Si tu devais résumer là, ton parcours entrepreneurial, c'est la question sur tout le monde bug à chaque fois, en 3 mots, ce serait quoi ? Alors, entrepreneurial, en 3 mots. Je dirais oser. J'ai beaucoup osé. J'ai même, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. En 3 mots. J'ai pris des coups. Alors, je ne sais pas comment le catégoriser, le définir, mais ouais, je dirais oser. Après, même de dire des coups, je dirais que j'ai... le mot on apprend. On apprend tous les jours. Moi, je dirais que j'ai osé, j'ai appris et après, il y a aussi le partage. Si c'est des mots que je peux donner, c'est... Mes équipes, aujourd'hui, tous les jours, ils me donnent... tous les jours, on partage des trucs de ouf. On rigole, j'arrive. Alors, des fois, je vais arriver, je vais gronder dans les 5 minutes. Après, ils vont m'entendre rigoler. Donc, eux-mêmes, ils disent que c'est un délire quand j'arrive.
Oser parce que moi j'ai tapé à toutes les portes et puis je me fous de savoir quelle est ton expérience et je regarde pas en fin de compte, même quand je sais qu'il y a les grands de ce monde, mais les grands de ce monde ils aiment des gens comme nous qui arrivons et qui ont une fouille et puis on n'a pas peur d'eux au final. C'est même pas ne pas avoir peur d'eux, c'est tu connais ta valeur et tu sais où tu veux aller, donc quand tu arrives c'est pas en étant insolente par rapport à votre insolente, c'est on vient avec avec une confiance qui est tellement je dirais une confiance tellement t'es tellement sûr de toi que t'arrives, ils se demandent même, c'est ça, hein. Ils pourraient même prendre ça pour de l'insolence. Mais t'as les tripes. Pour moi c'est ça que je dirais. J'ai osé, j'apprends et j'apprendrai toujours, mais il y a eu beaucoup de partage. Après, je sais pas si c'est la meilleure des définitions, mais en tout cas, c'est ce qui me définit moi dans mon côté entrepreneurial. Très bien. La question, c'était toi, tes 3 mots. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Ce qu'on peut me souhaiter par la suite, c'est de pouvoir aider un maximum d'entrepreneurs. Si ça peut les inspirer dans ce que je fais, si je peux leur trouver des opportunités, et on peut me souhaiter de rencontrer pas mal d'opportunités d'entrepreneurs pour qu'on puisse grandir ensemble. Moi, c'est ça en gros mon souhait. Parce que je grandirai tant que je rencontrerai du monde, je grandirai. Donc, moi, c'est ce qu'on peut me souhaiter. Des opportunités en inspirant, en donnant le meilleur de moi au final. Hein. Donc, ouais. Et que 2020, ça déchire. Je fais des belles rencontres. Voilà. 2020, tout ce que vous voulez. Moi, je vais faire des belles rencontres et il n'y a que ça de vrai au final. C'est sûr. Les rencontres, regarde la nôtre, hein, on a commencé à rencontrer, ça déchire. On a déjà fait plein de choses du coup. Ah, grave. Il y a encore plein de choses. Et il y a encore plein de choses à dire. Et pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais dire on va refaire honneur aux femmes quand même. Moi, j'ai décidé mars, c'est le mois de la femme. Tant pis, dans la box. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes entrepreneurs qui vont te regarder là dans cette interview ? Alors, à toutes les femmes, voilà ce que je peux vous dire. Si vous voulez entreprendre, allez-y. N'écoutez personne et seulement votre propre foi. Moi, je dirais en général que si tu as une foi inébranlable en toi et que tu crois en ce que tu fais, à la base, ça se réalisera. Alors, n'écoute personne, écoute ta petite voix à toi qui te dit vas-y, même s'il y a des craintes, n'aie pas peur. En général, tu trouveras solution. Ça, c'est ce que je leur dirais. Girl power. Merci Stéphanie. Au plaisir. Pour ce conseil. Et merci à vous d'avoir regardé cette nouvelle interview. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau portrait success story d'entrepreneurs inspirants.